Europe 1. Mais d'abord le journal de 8h sur Europe 1. Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Macron, un président à bout de souffle, enquête sur les coulisses d'une fin de règne. C'est la une ce matin du JD News et elle résonne particulièrement avec les nouveaux propos de Donald Trump contre le chef de l'État. Hier soir, en conférence de presse, le président américain a de nouveau taclé son homologue français sur le peu de temps et de perspectives qu'il lui reste à la tête du pays. Écoutez. Emmanuel ne sera plus là pour très longtemps, il aura peu de longévité. C'est un ami à moi, c'est quelqu'un de bien, je l'aime bien, mais il n'est plus là pour très longtemps. J'ai des rendez-vous avec des gens qui sont directement impliqués sur la question du Groenland, donc on verra ce qu'il se passera. J'ai d'ailleurs beaucoup de rendez-vous à propos du Groenland. Vous savez, je vais à Davos et nous avons beaucoup de réunions prévues là-bas sur ce sujet. Et je pense que ça va bien se passer. Donald Trump, cette nuit, au Forum économique de Davos. Ce sera évidemment l'événement de la journée. Le président américain a un peu de retard. Son avion Air Force One a dû faire demi-tour ce matin au-dessus de l'Atlantique en raison d'un problème électrique. Puis il a fallu changer d'appareil avant de reprendre la route vers la Suisse. Il a d'ores et déjà annoncé plusieurs réunions importantes, notamment sur le Groenland qu'il souhaite annexer. Mais avant, il s'exprimera à la tribune du Forum. William Molinier, on s'attend à un discours à la Trump avec une vision du monde assumée où la puissance prime sur le droit international. C'est le coup de force permanent, frapper vite et fort. Voilà la méthode de Donald Trump pour imposer sa vision du monde. Fini les pays traités d'égal à égal. Désormais, les relations internationales fonctionneront par la puissance. Des rivalités naîtra le nouvel équilibre mondial, forcément dominé par les États-Unis. Donald Trump se rend à Davos avec la plus grande délégation américaine jamais envoyée dans la station suisse. 5 ministres, 2 négociateurs, dont l'envoyé spécial des États-Unis au Moyen-Orient, Steve Witkoff. Une démonstration de puissance pour accompagner la croissance économique et les investissements. Les patrons de Nvidia et de Microsoft sont aussi dans les bagages du président. Égard aux présomptueux qui se mettraient en travers du chemin de Donald Trump. Emmanuel Macron, qui assume préférer l'état de droit à la brutalité, en a fait les frais. Donald Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur le vin et le champagne français. Il a eu hier cette formule à l'égard de son homologue français. Personne ne veut de lui car il va bientôt quitter ses fonctions. La cruelle lucidité du président américain. William Molinier, réaction d'Emmanuel Macron hier. On ne va pas se laisser intimider. Le chef de l'État qui en appelle à l'unité européenne mais aussi à celle de l'OTAN. L'Élysée annonce d'ailleurs ce matin avoir demandé un exercice de l'Alliance Atlantique au Groenland, se disant prêt à y contribuer. Notez par ailleurs que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a accepté ce matin de siéger au Conseil de la paix de Donald Trump, où a également été invité Vladimir Poutine et auquel la France a dit non. À Strasbourg, maintenant, les agriculteurs, toujours vent debout contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Ils étaient au moins 5000 hier devant le Parlement européen. Objectif, faire pression sur les eurodéputés qui doivent se prononcer aujourd'hui sur une saisine de la Cour de justice de l'UE. Si elle est approuvée, cette saisine pourrait retarder de plusieurs mois la ratification de ce traité de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Un vote crucial donc. Bonjour Mélina Fachin. Bonjour Fanny, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 dans le Grand Est. Vous êtes en direct devant le Parlement européen où plusieurs centaines d'agriculteurs ont passé la nuit malgré des températures très basses. Oui, environ 400 tracteurs et leurs propriétaires se réveillent ce matin devant le Parlement. Des agriculteurs venus de toute la France qui ont dormi emmitouflés dans des couvertures dans leurs véhicules. Ils prennent leur café en ce moment sous une pluie très fine, presque de la neige, mais toujours aussi déterminés, à l'image de Pierre, viticulteur alsacien. Vous savez, le froid, les nuits courtes, on a l'habitude en agriculture, même à mon âge, même parce que j'ai besoin, j'ai envie et je transmets mon exploitation à mon fils. Je crois qu'il faut rester combatif, qu'il faut montrer notre volonté. Jusqu'à ce vote crucial à la mi-journée au Parlement, Hervé, éleveur en polyculture, vient de la Marne. Et l'idée, c'est de maintenir la pression sur les eurodéputés jusqu'au vote qui aura lieu vers 12h30, 13h, en espérant qu'il soit favorable pour la profession agricole et que la Cour de justice européenne soit saisie. Ça peut se jouer à quelques voix et on espère qu'il y aura une prise de conscience et qu'on va retrouver du bon sens pour les agriculteurs. Car si le oui l'emporte tout à l'heure, vous l'avez dit, l'accord du Mercosur pourrait être suspendu plusieurs mois, voire plus d'1 an, en attendant que la Cour de justice de l'Union européenne rende son avis. C'est ce sursis qu'espèrent ici tous les agriculteurs. Merci Mélina Fachin, en direct du parvis du Parlement européen à Strasbourg pour Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. En Espagne, 2 jours après la catastrophe ferroviaire d'Adamuz qui a fait 42 morts et plus de 120 blessés en Andalousie, un nouvel accident de train meurtrier hier soir. Cette fois à une quarantaine de kilomètres
km de Barcelone, un train de banlieue à destination de la capitale catalane a heurté les débris d'un mur de soutènement qui s'était effondré sur la voie en raison des intempéries. Bilan, 1 mort et une trentaine de blessés, dont au moins 4 graves. Venons-en à ces débats tendus hier au Sénat sur la fin de vie, l'examen des 2 textes, les soins palliatifs d'un côté, l'assistance médicale à mourir de l'autre, sont de nouveau examinés depuis hier. Ce sont 2 visions de l'humanité qui s'opposent dans l'hémicycle. On a entendu hier la gauche clamer « face à la mort, mon corps, mon choix ». La droite, elle, estime que donner la mort n'est pas un soin et craint, comme l'a dit Bruno Retailleau hier, que les garde-fous d'aujourd'hui ne gardent rien du tout demain. Inquiétude partagée par la communauté catholique qu'a rencontrée à Rennes la correspondante d'Europe 1, Sandrine Prioul. Ils ont beau être catholiques, ce projet les révolte au-delà de leurs convictions religieuses, notamment cette médecin anesthésiste à la retraite, Elisabeth Lorcy. En tant que médecin, je ne peux pas imaginer que j'aide quelqu'un à se suicider. C'est simplement que de toute façon, vous allez pousser la seringue, donc vous allez tuer quelqu'un. C'est au-delà de tout ce que je peux imaginer en tant qu'humain, pas besoin d'être catho. Et j'ai fait beaucoup d'accompagnement de malades jusqu'à la fin. C'est ça qui motive les gens à rester. Un accès aux soins palliatifs garanti pour tous qui éteindra la douleur et l'envie d'en finir. Voilà ce que serinent les opposants à l'euthanasie dans ce débat inéquitable, selon le juriste Gilles Guilleux. Quand on fait une loi, on la fait pour tous. La loi, expression de la volonté générale, à la condition que cette volonté générale soit vraiment écoutée et respectée. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous avez des points de vue qui sont étouffés. Vous n'avez pas une égalité. Avec l'impression de ne pas être écoutés, certains regrettent qu'un tel changement pour la société n'ait pas été soumis à référendum. Rennes, Sandrine Prioul, Europe. Le football, après la défaite hier soir des Parisiens 2-1 sur la pelouse du Sporting Portugal et celle des Monégasques atomisée 6-1 par le Real Madrid, les Marseillais sont sous pression. L'OM joue gros ce soir face à Liverpool. Avec 9 points, s'ils l'emportent ce soir, ils peuvent se qualifier pour les barrages. Le stade Vélodrome sera bondé, 3300 supporters anglais attendus et une sacrée soirée en perspective, Stéphane Burgat. Le frisson des grands soirs pour les supporters qui ont eu la chance d'avoir leur précieux sésame, comme Georges. Une affiche comme ça, il y aurait 2 vélodromes et ils seraient pleins les 2. Pas compliqué. C'est tellement beau pour nous, vous vous rendez compte. Le championnat français, il est beau, mais c'est toujours les mêmes équipes. Là, c'est l'Europe. On rencontre un peu Liverpool, on rencontre des sommités, un peu, voilà. Ça tire vers le haut. Certains ont même traversé le pays pour cette affiche de rêve à l'image de Johan et de Yann. Ah ben on vient des Ardennes, donc on vient pas d'à côté. C'est le match à voir. C'est la plus grosse affiche cette année à Marseille, avec beaucoup d'Anglais qu'il y aura dans les stades aussi. Donc ça va être une belle ambiance, ça va être jovial. La bataille des décibels qui va se jouer en tribune face aux 3300 supporters anglais qui ont fait le déplacement, et sur la pelouse, les joueurs olympiens comme Pierre-Emile Højbjerg restent prudents. Liverpool, franchement, c'est une équipe forte. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de confiance en nous. Je crois que ça va être un match complet. On va tout faire pour gagner le match, oui. Car les Reds de Liverpool sont moins étincelants cette saison, c'est vrai, mais attention à ne pas les sous-estimer, souligne le milieu de terrain de l'OM. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Un match à suivre sur Canal+ à 21h. Merci Fanny Marceau. Dans un instant, Serge Papin, le ministre du Commerce, est l'invité de Sonia Mabrouk. 7h, 9h.